Cherchez Diana à Londres et vous ne trouverez qu'une promenade à son nom devant le palais de Kensington. Un café et le petit mausolée que Mohamed Al-Fayed avait fait édifier quand le magasin Harrods lui appartenait. En revanche, la princesse est toujours dans le cœur des Anglais. Et 1 sur 4 pense qu'on l'a tuée. Paul Burrell, son majordome, comprend ses doutes. Je crois que le sentiment général du public, c'est qu'elle a été tuée. Je pense qu'ils croient que la firme l'a éliminée parce qu'elle était trop incontrôlable. Et il les connaît, les coulisses de la firme. 11 ans au service de Sa Majesté, puis 16 à partager les secrets de la princesse. Il raconte une autre Diana que celle qui souriait sur commande, pour les historiens du papier glacé. À Paris, la mairie ramasse chaque jour les souvenirs que les touristes déposent au pied d'une flamme qui n'a rien à voir avec la couronne britannique, mais est devenue le point de rendez-vous des adorateurs de Lady Di. Vous aimez Diana? Je m'appelle Diana. Moi, je viens tous les ans. Tous les ans. C'est ma princesse de cœur, Diana. C'est la vie qui a décidé comme ça, non? Mais peut-être aussi, il y a des problèmes. Problème famille, problème parce qu'elle était une reine. On raconte tellement d'histoires, je pense qu'on ne saura vraiment jamais la vérité. Et je crois que c'était juste un accident, tout simple, banal. Il y a encore beaucoup de questions dans la presse anglaise. La théorie de la conspiration, des trucs avec le MI6. Beaucoup de questions là-dessus, oui. Est-ce qu'on saura un jour la vérité, la réalité, ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? On ne sait pas. Les admirateurs du pont de l'Alma répètent en toutes les langues la légende qu'on leur a contée. Celle d'une petite fille timide que le destin a choisie pour reine. C'est oublier un peu vite à quel point la jeune femme était déterminée. La princesse Diana a rencontré le prince Charles quand elle avait 8-9 ans, parce que sa sœur Lady Sarah sortait avec le prince. Et Sarah croyait qu'elle épouserait le prince Charles et deviendrait la princesse de Galles. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le prince Charles est resté longtemps célibataire, il a eu beaucoup d'aventures. Et quand l'heure est venue de choisir sa future épouse, il a fallu trouver quelqu'un de jeune, de vierge, qui pouvait lui apporter les bons gènes et lui assurer un héritier et son remplaçant. Miss Diana Spencer descend des Stuarts, une lignée presque aussi royale que les Windsor. Queen Mother est ravie. Je suis étonné qu'elle ait eu le courage de me séduire. Et je suppose que vous êtes amoureux? Oh oui, bien sûr. Tout dépend ce qu'on entend par être amoureux. Elle était folle amoureuse du prince Charles quand elle l'a épousé. Elle n'a pas compris qu'il avait une maîtresse. Et elle s'est dit, c'est mon mari, je l'aime et je peux le changer. Derrière l'image pastel des jours heureux se joue la sombre comédie du mensonge et des petites trahisons entre époux. Après 5 ans de mariage, il a dit à la princesse Diana, à l'hôpital, le soir de la naissance de Harry, « J'ai fait mon devoir maintenant, c'est bon. J'ai un héritier et son remplaçant. Je vais à l'opéra avec Camilla. » Donc le soir où Harry est né, Diana s'est endormie en pleurant, sachant que son mariage était fini. Mais bien sûr, elle a dû préserver la façade, garder l'image pour le bien de la famille royale et le bien de ses enfants. Epsom, Ascot. De Derby en polo, elle traîne son sourire mélancolique de Lady mal aimée.
Mais la princesse apprend vite les usages de la cour grâce au conseil de sa bonne amie, Camilla Parker Bowles. Elle devient plus populaire que Charles, qui s'en tire comme souvent par une plaisanterie. En conclusion, il aurait été beaucoup plus simple d'avoir 2 femmes. Pour couvrir chaque côté de la rue, et j'aurais pu marcher au milieu et diriger les opérations. Elle savait que son mari allait apparaître à la télévision et dire au monde qu'il aimait toujours Camilla Parker Bowles. Elle devait affronter le monde en dépit de cela. Elle devait sortir, lever la tête pour dire « Je vais rester. Je suis Diana. Je suis la mère du futur roi d'Angleterre. On ne me fera pas bouger, on ne me fera pas changer. Voilà qui je suis, c'est un message fort pour les femmes. » Ce soir-là, elle a mis du temps à choisir sa robe pour inaugurer une exposition. Les Anglais ont baptisé ce modèle « J'y suis, j'y reste ». Car Diana s'est vengée. Elle a avoué devant les 10 millions de téléspectateurs de la BBC que oui, elle adorait le capitaine James Hewitt. Mais pour le bien des enfants, la stabilité de la couronne, elle refuse de divorcer. Jusqu'à ce qu'elle l'entende de la reine, le Premier ministre, l'archevêque de Canterbury, qui savaient tous, avant elle, qu'elle allait divorcer du prince Charles, toute la firme, l'establishment, ils ont tout arrangé avant qu'elle le sache elle-même. Et elle a évolué dans sa vie. On a vu cette évolution dans ses vêtements. La princesse romantique de conte de fées s'est transformée en femme d'affaires, habillée par Versace, Chanel. Elle disait « Je fais du business. Voilà ce que je veux faire de ma vie. Je vais être une professionnelle et mettre ma notoriété au service des autres. » Avec Charles, elle avait fait le tour du monde. Pour le compte de toutes les associations caritatives qu'elle parraine, elle va continuer. De Galles. Avec les honneurs dus à son rang et les amabilités dues à son charme. Après des années en coulisses, elle est prête pour le premier rôle. Je pense qu'elle était un très bon stratège politique. D'ailleurs, un milliardaire américain voulait l'épouser. Il lui avait dit « Si tu m'épouses, Diana, je ferai de toi la première dame des États-Unis d'Amérique. Je serai élu à la Maison-Blanche. » Et c'est sûr qu'elle aurait fait une formidable First Lady. Alors là, elle a ricané. Vous imaginez ça? Imaginez-moi à Londres, en voyage officiel et reçu par ma belle-mère, enfin, mon ex-belle-mère. Ce serait fou, non? Tout était possible. Dans son esprit, tout était possible. Combien vous les vendez? 3 livres, celui-là. C'est tout? Les infirmières les achètent. Elles sont un peu contraintes. Elle a le contact facile, mais va travailler avec un comédien pour donner plus de force à sa voix. From early childhood, many had felt they were expected to be perfect, but didn't feel they had the right to express their true feelings. Le sida ne rend pas ceux qui en sont atteints dangereux à connaître. Vous pouvez parfaitement leur serrer la main ou leur donner l'accolade. Ils ne la comprenaient pas. Elle se mêlait de débats qui ne la concernaient pas. Et elle n'aurait pas dû. Ils étaient dépassés par cette personne qui avait ses idées, qui voulait faire les choses comme elle l'entendait. Août 1997, 3 semaines avant sa mort, Diana est en Bosnie,
Elle fait campagne contre les mines antipersonnelles, demande que les États s'engagent à les interdire. 2, 3, firing. C'est son nouveau combat. Et pour John Morgan, journaliste australien qui a consacré pas moins de 6 ouvrages à toutes les questions qui entourent la mort de Diana, la princesse s'attaque à plus fort qu'elle. En août 1996, Diana est divorcée. Le divorce vient juste d'être prononcé. Diana n'est plus sous l'autorité de la reine. C'est un électron libre. Toutes les 20 minutes, une personne est victime d'une mine. J'espère sincèrement qu'à travers cette visite, nous parviendrons à attirer l'attention du monde entier sur ce problème essentiel, le plus souvent oublié. Le sida, les sans-abri, la campagne contre les mines antipersonnelles. Elle défendait ces causes passionnément et aidait avec tout autant de ferveur ceux qui se battaient contre l'ordre établi. Diana pense qu'elle est sur écoute. Elle confie à ses amis qu'on l'a menacée. Se plaint de drôles de pannes sur sa voiture. Et un jour, elle écrit noir sur blanc que sa vie ressemble à un film d'Alfred Hitchcock. Son mari veut la tuer pour pouvoir se remarier. Elle fait ce rêve prémonitoire, voit un accident, une blessure à la tête. Elle n'allait pas s'arrêter aux mines antipersonnelles. Elle allait dénoncer les bombes à fragmentation et tant d'autres injustices, comme les armes chimiques, comme en Syrie, par exemple. C'était la femme à abattre. La cible de qui ? Qui sait que ce samedi 30 août 1997, la princesse va faire une escale imprévue à Paris ? Qui sait que Dodi Al-Fayed l'invitera chez lui ? Qu'il annulera le rendez-vous prévu, emmènera Diana au Ritz, qu'ils repartiront vers minuit, dans une Mercedes louée au dernier moment, alors qu'elle a été volée et accidentée quelques semaines plus tôt. Qui sait qu'on va rappeler Henri Paul en urgence ? Que Dodi lui demandera de prendre le volant. Qui sait que le chauffeur choisira le tunnel de l'Alma, qui n'est pas le chemin le plus direct pour aller à l'Étoile. Qui sait que les passagers ne boucleront pas leur ceinture. Impossible de répondre à toutes ces questions. Et beaucoup d'autres encore sur l'organisation des secours après l'accident. Il y avait un accident qui venait juste de se passer. Il y avait le klaxon qui était en route, il y avait de la fumée probablement venant des airbags. Donc je m'arrête et je vais voir ce qui se passe. Il y avait beaucoup de gens autour, il y avait une grande panique autour de l'accident. Je vois qu'il y a 2 morts et 2 blessés graves. Et donc j'ai porté secours à la jeune femme qui était derrière, qui s'est révélée être Lady Di. Moi je ne l'ai pas reconnue sur le coup. Je l'ai aidée, ce qu'on appelle la libération des voies aériennes supérieures. Elle était comme ça et inconsciente. Elle geignait, elle gesticulait de partout. Et dans cette position-là, quand on est inconscient, on ne peut pas respirer. Donc je lui ai relevé la tête et je l'ai aidée à respirer avec un masque à oxygène. Frédéric Méliès, de SOS Médecins, passe au pont de l'Alma quelques minutes après le crash. Quand les médecins sont arrivés sous le tunnel, ils ont évalué l'état de conscience de Diana grâce à ce qu'on appelle un test de Glasgow. Elle obtient 14 réponses sur une échelle de 15. On mesure sa capacité à entendre, à comprendre, à répondre à des sollicitations et elle obtient 14 sur 15, ce qui est un bon résultat qui correspond à une somnolence, à un coma léger. Alors comment expliquer qu'il va falloir 1 heure et 43 minutes pour acheminer une blessée aussi consciente à l'hôpital où elle décédera quelques minutes seulement après son arrivée? C'est vrai qu'en France, on a tendance à essayer de secourir autant que faire se peut les personnes, plutôt que de les emmener directement à l'hôpital, sachant en plus que de mémoire, elle a fait plusieurs arrêts cardiaques, donc il fallait inévitablement prendre des mesures pour qu'elle arrive en vie et puis essayer de la conserver en vie. Donc voilà, les Anglais, ils n'ont pas le même système, ils mettent dans la camionnette et direct à l'hôpital. Bon. Vers 1h du matin, les agences de presse commencent à savoir que la princesse a eu un accident. Le photographe Thierry Orban arrive sur les lieux à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de monde encore à l'époque. Il y a le préfet dans le tunnel avec
avec les mises en garde à vue. Il y a quelques policiers, il y a beaucoup de médecins, il y a une ou deux ambulances, il y a des pompiers qui commencent à des incarcérations, enfin, qui se préparent. Et puis voilà, et c'est très très long. C'est très très long. Sur ordre du préfet, l'ambulance qui transporte la princesse n'active aucune sirène. Le médecin à bord demande au chauffeur de ne pas se servir de sa radio et de rouler très lentement. La plateforme de régulation oriente le convoi vers la Pitié-Salpêtrière, où anesthésistes et chirurgiens de permanence ont été alertés. Juste avant l'entrée de l'hôpital, ils se sont arrêtés avec l'ambulance. Il y avait 2 journalistes qui suivaient les secours. L'un a dit qu'il y avait de violentes secousses à l'intérieur de l'ambulance. L'autre a vu un médecin sortir de la cabine avant et passer à l'arrière. Mais il y avait déjà un docteur à l'arrière et 2 personnes des secours. Quand on lui a demandé ce qu'il avait fait, il a dit « J'ai augmenté le flux sanguin ». Si c'est tout ce qu'il a fait, alors pourquoi ces secousses à l'intérieur de l'ambulance? Pourquoi l'intervention d'un second médecin alors qu'il y en a déjà un derrière? Et tout cela juste alors qu'ils sont tout près de l'hôpital et qu'elle va décéder 6 minutes après son arrivée? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Thierry Orban est l'un des 2 journalistes sur le pont d'Austerlitz, derrière l'ambulance. On voit descendre deux personnages qui étaient à l'avant, qui montent précipitamment à l'arrière. Ils ouvrent l'ambulance, qui était une grosse ambulance, et on les voit s'affairer à l'intérieur. Ils referment les portes, et après l'ambulance bouge, et on a vraiment l'impression qu'ils lui font un massage cardiaque. C'est assez violent, et c'est rythmé comme un massage cardiaque. On voit les suspensions, on voit la voiture bouger. Et ça dure pas très très longtemps, 30, 40 secondes, peut-être 1 minute, je ne sais pas. Et ils redescendent précipitamment. La voiture démarre en trombe, l'ambulance démarre en trombe et part là. Contrairement à la vitesse du début de parcours, elle part à fond la caisse, gyro, jusqu'à la Pitié-Salpêtrière, mais vraiment très très vite. Sur le procès verbal, lors de son audition, le médecin du SAMU fait seulement état d'une chute de tension et ne mentionne pas d'autre intervention, ni même la présence d'un autre collègue. À son arrivée à l'hôpital, la princesse est décrite comme inconsciente, en état de choc dramatique, mais vivante. Son cœur va cesser de battre 6 minutes plus tard. John Morgan estime, et il n'est pas le seul, que si le convoi avait été plus rapide, la princesse aurait pu être sauvée. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. Lady Diana était une personne très aimée en France, une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays. La douleur du public s'exprime spontanément, dès le dimanche 31 août au matin, dans un tunnel entièrement rouvert à la circulation. Le silence de Buckingham est assourdissant. La reine met 5 jours avant de comprendre qu'on attend qu'elle rende hommage à la mère de ses petits-enfants. Ce n'est pas le moment d'incriminer qui que ce soit. C'est l'heure du chagrin. Mais je dois dire que j'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre, la presse finirait par la tuer. Mais je ne pouvais imaginer qu'ils auraient un rôle si direct dans sa mort, comme cela semble être le cas. Chaque propriétaire, chaque éditeur des journaux qui se sont battus pour acheter toujours plus cher, des photos toujours plus exclusives d'elle,
a encouragé les journalistes les plus avides à la poursuivre sans relâche. Ils ont tous du sang sur les mains aujourd'hui. D'Afrique du Sud, le frère de Diana désigne très vite les responsables. Les photographes qui étaient sous le tunnel sont mis en examen et doivent expliquer ce qu'ils ont vu de l'accident. Je garde ma moto, je suis quand même photographe. Je descends à pied. Il y avait déjà les premiers secours. J'insiste sur ce point. Il y avait déjà la police. J'insiste sur ce point aussi. J'ai pu faire 5-6 photos. On a été mis à l'écart. La presse est le coupable idéal. La brigade criminelle cherche des indices et perquisitionne dans les agences pour récupérer tous les clichés de la princesse blessée. Le caractère absolument insupportable de la mort de la princesse Diana fait qu'il y a eu une espèce de volonté, de fièvre pour à tout prix désigner des boucs émissaires. Et les boucs émissaires qui sont tombés, j'ai envie de dire, sous la main naturelle de la justice, a été ces photographes qui ont eu beaucoup d'années pour qu'ils bénéficient d'un non-lieu. Il y a eu des recours des parties civiles et en fait, tout ça s'est terminé par une absolution générale. On essaye de comprendre s'ils ont un rôle déterminant dans la survenance de l'accident. Mais rien de plus. Donc on est toujours sur un accident de la route. Est-ce qu'il a été facilité par l'intervention des photographes qui ont éventuellement pu gêner le conducteur? C'est à peu près la question qui se pose. Rien de plus. On n'est pas sur des faits criminels. Très vite, beaucoup de témoins se manifestent, trop sans doute. Il faudra plusieurs semaines pour tous les entendre. Moi, comme j'étais juste derrière, il n'y avait aucun autre, il n'y avait pas de paparazzi, il n'y avait rien, quoi. Je suis quand même resté une petite minute sur le truc, le temps de m'apercevoir de ce qui se passait. Et en fin de compte, il n'y avait personne derrière moi. Avant que la voiture me dépasse, j'ai su qu'elle approchait, rien que par le bruit qu'elle faisait. C'était un peu comme si elle était restée bloquée sur une vitesse supérieure. Le moteur sifflait. Elle allait vraiment très vite. Objectivement, on a assez vite une topologie de l'accident parce qu'effectivement, le fait de conduire un véhicule qui nécessite une licence spéciale, le fait de la conduire en état d'ébriété avec des médicaments pour lesquels la contre-indication avec l'alcool est plus que prescrite, bon, donc, et une vitesse excessive, puisque ça aussi, on va s'en rendre compte assez vite. Dans la nuit, les corps d'Henri Paul, le chauffeur, et d'Odi Al-Fayed, le passager arrière gauche, ont été transportés à l'Institut médico-légal. Seul celui du conducteur a été autopsié, puisque la brigade criminelle enquête sur un accident. Les premières analyses révèlent un taux d'alcool très élevé dans le sang. La preuve ne tient que par l'autopsie. Il n'y a rien d'autre qui prouve qu'Henri Paul était saoul. Juste les résultats de l'autopsie. Alors, si vous n'interrogez pas le docteur Lecomte qui a conduit l'autopsie, si vous n'entendez pas ceux qui ont fait les tests de toxicologie, vous ne pouvez pas être au cœur de l'enquête, car c'est bien là le point central, à moins que les témoins refusent de donner des preuves. 22h30, Henri Paul gare sa Mini devant le Ritz. Il vient d'être appelé en renfort, alors qu'il n'était pas de service ce soir-là. Il n'est pas saoul du tout. C'est ce que disent les témoins de l'hôtel les uns après les autres. D'ailleurs, comment Henri Paul pouvait-il avoir 20% de monoxyde de carbone dans le sang? S'il avait eu cette dose, il n'aurait jamais pu marcher dans les couloirs de l'hôtel. Si vous avez cette dose et avec de l'alcool, vous êtes dans le coma. À un moment ou un autre, il faut bien comparer les images de vidéosurveillance avec les résultats de l'autopsie. L'homme que l'on voit sur les images n'a pas 1,74 g d'alcool dans le sang. Le juge Hervé Stéphan va demander des explications sur les résultats de l'autopsie, quand il remarque que la taille et le poids de M. Paul ne sont pas les mêmes sur tous les documents. Normalement, quand quelqu'un meurt, on convoque les parents et on leur demande d'identifier la personne. Ils ne l'ont pas fait. C'est un policier qui a identifié le corps et ce n'est pas la procédure normale. On demande à quelqu'un qui a connu la personne vivante de venir l'identifier. Ça n'a pas été fait correctement. Ajoutez à cela une fâcheuse erreur de transcription
qui intervertit les corps 2146 et 2147 et vous comprendrez que certains aient mis en doute le sérieux du travail des enquêteurs français. Mais le 6 septembre, toutes les caméras se tournent vers le chagrin de l'Angleterre et oublient pour un temps les erreurs de l'enquête. C'était un être merveilleux, rempli de chaleur humaine. Sa vie avait été marquée par plusieurs drames, mais combien de gens a-t-elle su aider, ici en Grande-Bretagne et partout à travers le monde? Quand les gens meurent jeunes, au plus fort de leur vie, et dans ces circonstances, il y a toujours des théories de complot. Il manque toujours des pièces du puzzle. Comme pour JFK, pour Marilyn Monroe, il manque des pièces de ce puzzle-là. Et régulièrement depuis 16 ans, quelqu'un affirme détenir la pièce manquante, qui éclairera d'un nouveau jour l'accident du tunnel de l'Alma. La dernière révélation en date est arrivée d'Angleterre. Un SAS, membre des services spéciaux, en regardant ces images de William à la guerre, a expliqué à sa famille que c'était des militaires qui avaient tué Diana. Une moto aurait précédé la Mercedes, envoyé une lumière violente sur le visage du chauffeur et provoqué ainsi la sortie de route. Dans son ordinateur, le soldat avait même des images de SAS s'entraînant à viser des voitures rapides en haut d'un pont. En 1997, sur le flanc droit de la Mercedes, la police française a découvert des traces et s'est lancée sur la piste d'une petite voiture blanche. Un couple l'a repéré le soir de l'accident, alors qu'il approchait de la sortie du tunnel de l'Alma. On arrive de la rive gauche, on traverse le pont de l'Alma, on va rejoindre les quais en direction de la maison de la radio. Et au moment où on va rejoindre les quais, il y a une voiture qui sort en titubant, qui manque nous taper une première fois. On accélère un petit peu, elle manque nous taper une deuxième fois. Finalement, mon époux décide de freiner et de la contourner par derrière. Voilà, et on repart rapidement comme ça, en laissant la voiture derrière. Ma mère, à l'époque, avait une voiture comme ça, qui n'était pas dans un très bon état. Et je passe à côté et je me dis, tiens, elle est aussi abîmée que celle de ma maman. Je regarde la plaque d'immatriculation et je me rappelle à ce moment-là que c'est pas une voiture immatriculée dans le 75, c'était le cas de la voiture de ma maman, ni une voiture immatriculée dans le 92, c'est là où nous habitions. Et donc, je détaille la voiture au passage. Je vois très bien le chien à l'arrière. Qui avait une muselière orange, et puis je passe à côté du passager que je détaille complètement, les cheveux courts, petits, voilà. Grâce à ce témoignage, la police a une description assez précise du modèle à rechercher. Heureusement, car en région parisienne, le nombre de Fiat Uno blanches construites dans les années 80 se compte par milliers. Et on l'a jamais trouvé. Et peut-être tant mieux aussi pour celui qui la conduisait, parce que, encore une fois, si ce dernier avait été identifié, il serait sans doute devenu le tueur de princesse. La police française a dit qu'elle n'avait jamais retrouvé le conducteur de la voiture qui est à l'origine de l'accident de la Mercedes dans le tunnel. Mohamed Al-Fayed avait une équipe d'enquêteurs et eux, ils ont trouvé une Fiat Uno blanche qui appartenait à un paparazzi du nom de James Andanson. Et cette voiture aurait très bien pu être la bonne. Le photographe James Andanson s'est donné la mort dans des circonstances étranges en mai 2000, 4 ans avant que Scotland Yard ne se lance dans une contre-enquête et interroge à son tour tous les témoins. La personne qui m'interroge me dit, écoutez, on va vous montrer une série de 10 photos. Il y aura 5 personnes différentes, donc 2 photos de chaque personne. Je vois la photo et j'ai tout de suite les poils qui se hérissent, les larmes qui me montent aux yeux et je reconnais tout de suite la personne que j'ai vue 10 ans auparavant, que je vais identifier d'ailleurs formellement. L'homme est gardien de nuit. Il a été entendu par les policiers français.
Sa voiture, son chien, tout colle, mais il fournit un alibi et il est relâché. Ce n'est pas le photographe James Sandanson. On m'a montré une série de photos avec lui, on m'a montré 2 photos avec lui juste après, je crois. Non, ça n'était pas lui, il n'y a aucun doute possible. L'enquête anglaise dure plusieurs mois et devant les moyens mis en œuvre, Mohamed Al-Fayed est certain que le jury qui doit trancher à la fin des auditions ira dans sa direction. Je suis sûr de moi. Je sais ce qui leur est arrivé. Je sais qu'ils ont été assassinés. Je suis sûr qu'un jury populaire confirmera tous les doutes que j'ai depuis ces 10 ans de combat pour rendre justice à mon fils et à la princesse Diana. Au final, policiers anglais et français aboutissent à la même conclusion. C'était un tragique accident. Mohamed Al-Fayed reste seul avec ses doutes et le souvenir de son fils Dodi, dont on ne sait presque rien. C'était un homme gentil, sensible et attentionné. Mais il était manipulé par son père. Son père était à la tête d'un empire. Et Dodi devait faire ce que son père lui disait de faire. Et mon sentiment, c'est que Mohamed Al-Fayed voulait à tout prix que son fils épouse la mère du futur roi d'Angleterre. Parce qu'ainsi, son nom serait lié à jamais à la famille royale. C'était simple. C'était de la politique familiale. En août 1997, Mohamed Al-Fayed la tient sa revanche sur l'establishment britannique qui lui refuse son passeport anglais. Pour que Diana passe des vacances de rêve avec ses fils, il l'invite sur son yacht, dans sa somptueuse villa de Saint-Tropez, et en prime, il lui présente son fils, Dodi. Savez-vous, ce sont les faits, que la princesse connaissait Dodi Al-Fayed depuis 30 jours. 30 jours, pas 2 ans, 30 jours. Entre la fin de sa relation avec Hasnat et sa mort, il s'est écoulé 30 jours. Hasnat, c'est le chirurgien pakistanais qu'elle aime depuis 2 ans. La romance entre Hasnat Khan et la princesse ne s'est pas déroulée au grand jour. Elle s'est jouée en privé, derrière les portes fermées. Et je pense que je fus le seul témoin, la seule personne qui a vraiment vu ce qui se passait, parce que j'étais l'intermédiaire. C'est moi qui le faisais entrer à Kensington Palace, dans le coffre de ma voiture, passer les contrôles de police. J'organisais les dîners amoureux. Personne ne savait qui j'étais. Personne ne se souciait de moi, j'étais invisible. Et c'était tant mieux. Et je faisais le lien entre les deux mondes. C'était l'amour de sa vie. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Un amour du soir, quand Londres dort et que les photographes sont couchés. Pendant 1 an et demi, ils se retrouvent en secret, jusqu'à ce que des rumeurs, une photo, étalent leur histoire à la une, sur 5 colonnes. C'était un homme simple, qui ne pouvait pas gérer ou assumer la place énorme que prenait cette icône. Il rêve d'une vie tranquille, une maison, des enfants, une famille normale. Diana est prête à vivre dans un pays sans tabloïd. Il s'impatiente. Fin juillet 97, c'est la rupture. Alors, de dépit, la princesse est partie passer 1 mois avec Dodi Al-Fayed. Ce qu'elle faisait sur ce bateau, elle adressait un message à Hasnat pour lui dire « Tu ne veux pas de moi ?» Alors voilà, je suis sur un bateau, au milieu de la Méditerranée, avec un playboy. La princesse devait rentrer à la maison. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Paul, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Il fait une chaleur terrible sur le pont du bateau et un froid de canard dans la cabine à cause de l'air conditionné. Et j'ai envie de rentrer et de voir mes garçons. Mais nous devons d'abord passer par Paris, juste pour un dernier jour, parce que le jet d'Harrods est là-bas et je n'ai pas d'autre moyen de rentrer. Vous voulez bien déplacer mes rendez-vous de 24 heures, dire à mon coiffeur, mon couturier, ma prof de fitness, William et Harry, que je serai là demain
reportez tout, et dans 24 heures, je serai là. 24 heures de la vie d'une princesse. Samedi 30 août 1997, Diana quitte la Sardaigne, direction Paris. Dodi avait prévu de demander Diana en mariage à Paris. La bague était prête chez le bijoutier. Elle avait été transférée du magasin de Monte-Carlo où il l'avait choisie le 23 août, tous les deux. Il n'était pas le seul à vouloir se marier. La bague de fiançailles, la place Vendôme. Était-ce cela la raison du détour par Paris? La princesse était-elle enceinte de Dodi et prête à l'épouser? Cela n'allait pas se faire. Cela ne se serait jamais fait. Je ne crois toujours pas que la princesse était amoureuse de Dodi El Fayed. Elle le trouvait charmant, elle disait « Il me gâte. Il a des attentions que les hommes n'ont jamais eues pour moi. Il m'achète des fleurs. Il me fait de beaux cadeaux. Il a un hélicoptère. On peut venir à Paris avec. Il a des voitures. Il représente la sécurité pour moi. Dodi peut me protéger. » Mais c'est la chose qui a manqué à la fin. Il n'a pas su la protéger. Diana a emporté avec elle de multiples secrets. Est-ce pour toujours? Je pense qu'un jour on connaîtra la vérité pour une raison simple. William un jour sera roi et ce jour-là, il voudra savoir pourquoi sa mère est morte dans un accident sur lequel planent autant de doutes. Il voudra savoir exactement ce qui s'est passé et il voudra que le monde entier comprenne. Alors la vérité sortira. Cela fait 16 ans. Et pour moi, c'est comme si j'étais à Paris hier. Et je fais ce rêve récurrent. Nous sommes de retour au palais de Kensington. Nous sommes dans ses appartements, comme d'habitude. Et elle me dit, « Quand est-ce qu'on va prévenir les gens? Comment va-t-on leur dire que je ne suis pas morte? Va-t-on organiser une grande mise en scène? Vais-je me contenter de réapparaître ?» Voilà mon rêve personnel, celui que je fais souvent. Paul Burrell a appris cela auprès de Diana. Quand la vérité est trop blessante, il n'y a rien de mieux que le rêve pour s'échapper.